Cette vidéo existe en grande partie grâce aux tipeurs. Ainsi, si vous aimez mon travail et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un pourboire. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour. Alors c'est vous qui venez faire un petit reportage sur ma personne? Eh ben allez-y, entrez. Bon alors par contre, faites pas gaffe à ça, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je vous attendais pas si tôt. Bon sinon, vous avez faim? On se bouffe un truc? C'est arrivé près de chez vous est une véritable claque cinématographique. Une bombe d'humour noir qui, malgré son statut de film de fin d'études et sorti de nulle part, fit sauter la croisette. Un film détonnant donc, brut, puissant et jouissif pour son politiquement très incorrect. Mais également et surtout, terriblement drôle. Arrête de rire, imbécile! Car derrière cette prestation monumentale, sans filet et cultissime de Benoît Poelvoorde, se cache peut-être la quintessence de l'humour noir. Pour un film sans retenue, comme seules souvent les premières œuvres peuvent nous les offrir. Un film dont chaque réplique, toute quasi culte, vous marqueront à tout jamais pour leur humour. Car qu'on ne s'y trompe pas, C'est arrivé près de chez vous malgré sa réputation sulfureuse de film violent, est avant tout une véritable satire sociale et humoristique inspirée de la célèbre émission Striptease. Et c'est justement en mêlant habilement cet humour affiché à une violence brute et malaisante, déconseillée aux plus sensibles, que C'est arrivé près de chez vous va plus loin. Beaucoup plus loin. En nous parlant de justice sociale, de rapports humains, de la condition de tueur, mais également et surtout de celle des journalistes, et de leur responsabilité et impact en tant que médias. Sans oublier bien sûr notre rapport à nous, spectateurs, avec notre voyeurisme malsain. Et c'est de tout ceci dont nous allons parler aujourd'hui. Évidemment sans oublier de se marrer un peu, car c'est avant tout l'ADN de ce film. C'est pour rire, gamin! Donc si vous êtes un minimum tolérant face à la violence cinématographique et savez prendre un petit peu de recul, eh bien sachez que ça en vaut vraiment le coup ici. Car ce film est avant tout une grosse comédie satirique qui vous fera rire, jaune peut-être, mais rire tout de même, avant d'ensuite vous faire réfléchir à ce que vous venez de voir. Coupe ça, imbécile! Alors ça, c'est mon petit minou. Hein? C'est qui va passer à la casserole ce soir? Hein? Oui. L'amour laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne, et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Tu vois? Ça sent toujours. C'est arrivé près de chez vous, c'est avant tout une idée de génie. Un pitch à la fois simple et implacable, nous montrant le parallèle le plus brut entre tuer et aller bosser pour gagner sa croûte. Un film dont l'idée première est donc de nous dépeindre de manière objective, sans filtre ni jugement, le quotidien d'un serial killer, tout en oscillant entre sa vie privée, son quotidien, son humour noir et ses horribles meurtres. Le tout sous le format documentaire emprunté comme dit précédemment à l'émission Striptease, rendant tout ceci extrêmement réaliste, mais également et surtout totalement drôle par ce décalage surréaliste. Mon grand-père. Ainsi, le film, dès son ouverture, annonce directement la couleur, ou devrais-je dire plutôt le noir et blanc. Avec un plan séquence où l'on découvre Ben en train d'assassiner une femme de sang-froid, le tout filmé sans musique, en 16 mm par une caméra à l'épaule, rendant tout ceci très réaliste. Puis contrecarre de suite ceci, avec une séquence surréaliste cette fois, à l'humour noir succulent, où Ben nous explique dans cette scène devenue culte, comment lester un corps suivant l'âge de la victime. Par exemple pour les personnes âgées, c'est combien de fois leur poids Ben? Les hommes, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Puis nous plongeons directement dans l'intimité de Ben, rejoignant sa mère et sa grand-mère pour des discussions parfaitement communes, créant directement une coupure saisissante entre ce que nous venons d'assister et la banalité de cette scène, où Ben nous semble cette fois être un fils parfaitement adorable et gentil comme tout. Il était gentil! Et c'est ce procédé qui va se répéter tout au long du film, en alternant blagues, poésie, soirées entre potes et philosophie de comptoir, avec également de nombreuses phases de meurtre, où Ben nous explique, toujours avec sa personnalité fantasque, ses techniques d'assassinat. Ça, c'est de moi. C'est pas le gros noiré, ça. Et ce comme si ces phases n'avaient pas plus de valeur dans son quotidien que les précédentes, puisque cette activité est son travail. C'est du moins ce que tente de retranscrire de manière neutre l'équipe de journalistes le filmant quotidiennement. Ce film oscille donc entre séquences violentes, scènes quotidiennes, touchantes et un florilège d'humour noir et de phrases cultes, nous attachant malgré tout à ce personnage pourtant monstrueux. Bref, pour faire simple, nous avons ici le film culte par excellence, se basant sur une idée minimaliste et géniale réalisée par une bande de potes sans budget ni limite pour une liberté totale. Le tout porté par un Poelvoorde réalisant ici sa plus grande prestation. Tu vois ce que j'aime bien dans l'idée de bouffer des humains? C'est qu'il n'y a pas d'histoire de grande distribution et toutes ces merdes là. C'est direct du producteur au consommateur. Je suis une sorte d'écolo, on pourrait dire. Surtout quand tu vois l'empreinte carbone de ces merdes là, qui bouffent de la bidoche à longueur de journée.
On pourrait presque dire que je suis carrément un vegan 2.0. Eh ouais 2.0. Ah Michel, tu sais que t'as bon goût, hein. Bien qu'extrêmement drôle et violent à la fois, C'est arrivé près de chez vous délivre un message de fond bien plus subtil et intéressant qu'il n'y paraît. Sur l'injustice sociale, l'objectivité, la dérive d'un certain journalisme et bien sûr le voyeurisme. Autant de thèmes plus que jamais d'actualité que nous allons aborder aujourd'hui. Mais comme je le disais précédemment, et pour bien insister là-dessus, l'ADN du film délivrant ce message est avant tout son humour. Noir au possible. Les salauds! Un veilleur de nuit noire! Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rends compte, Rémi, jusqu'où ils vont? Mais ils se permettent tout, hein! L'humour noir, constituant la colonne vertébrale de ce film, a toujours eu cette vocation de pouvoir nous distancer de choses horribles tout en les mettant en lumière, mais de manière moins pesante pour nous, nous offrant ainsi la possibilité d'y réfléchir de manière détachée. Et il est absolument clair que si cet humour est utilisé dès le début du film, lorsque Ben nous donne un cours de physique sur le lestage d'un corps, celui-ci continuera pour notre plus grand plaisir tout au long du métrage. Combien de fois le corps de l'enfant, s'il te plaît, Rémi? Jusqu'à atteindre pour point d'orgue la scène du petit Grégory, faisant référence à ce pauvre enfant, retrouvé immergé dans un sac dans une rivière et dont Ben a rebaptisé un cocktail à son nom. Ensuite, tu prends ton petit Grégory et tu l'immerges. Ainsi, cet humour noir est à la fois présent pour nous divertir bien sûr, mais également pour enrober et dédramatiser certaines situations, nous permettant de nous distancer sans être prisonniers de nos émotions, pour nous poser certaines questions. Par exemple, lors de la première partie du film où nous suivons Ben effectuer ses crimes quotidiens tel un travail à la chaîne, il est en fait plus souvent question de le voir déblatérer des conneries devant la caméra, comme le ferait un bon vieux pote, ou de le voir échanger avec sa famille et ses amis en étant très sociable et généreux, notamment avec l'équipe de tournage, que de le voir tuer avec folie. Ainsi, et malgré ces quelques moments de violence, il se crée à notre insu dans cette première moitié du film une forme d'empathie envers Ben, tout simplement car son humour noir nous fait rire. Et que si l'on met de côté sa sociopathie, qui je vous l'accorde est importante, hein, Quoi? il n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. Merci, hein? Bon, même si ceci évoluera tout de même durant la seconde partie du film. Mais bref, en créant cette proximité avec lui, de par ce format documentaire sans filtre et cet humour noir ultra présent, on s'étonne tout d'un coup de réaliser qu'un tueur en série peut en réalité ne pas être un monstre total, comme on aime se les représenter, pour évidemment se rassurer en enfermant ce genre de personnes dans des cases bien éloignées de notre quotidien. Et c'est bien humain, un cas rassurant, auquel cas nous serions sans cesse sur nos gardes. Pourtant, nous le savons bien, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et il est plus que fréquent qu'en interrogeant le voisinage d'un tueur en série, l'on s'aperçoit avec stupeur que ceux-ci décrivent régulièrement une personne souriante, agréable qui disait toujours bonjour. Et c'est arrivé près de chez vous se voulant dans une approche réaliste par son format et son support 16 mm, dépeint justement assez bien cette facette, et nous amène parfois même, et grâce à cet humour noir, à nous mettre en total accord avec les dires de ce tueur, là où autrement nous les aurions rejetés instinctivement par sa personnalité. Car malgré sa monstruosité et sa philosophie de comptoir, Ben, et donc le film, utilise l'humour noir comme messager, pour dépeindre la triste réalité quotidienne d'une classe sociale défavorisée, vivotant entre HLM, alcool et bas salaire. Et c'est de ce point de vue un film également d'une grande sensibilité, utilisant cet humour par pudeur pour dénoncer cette injustice. Eh viens, je vais te montrer un trick. Antoine Daniel, ils peuvent le chercher longtemps. Hein. C'est bio en plus. Hein. Les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux, hein? C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein? Pour les ouvriers, pour les ménagères, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Ainsi, lors des nombreux passages où l'on voit Ben évoluer au milieu de sa famille et de ses amis, il se dégage une grande sensibilité dans la manière de mettre en avant le quotidien de gens simples, socialement déclassés et évoluant dans un environnement morne et délabré. Et Ben, lors de ses diatribes face caméra, explique bien ceci. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein? Je suis désolé, allez. Malgré ici l'humour présent via son interprétation, on voit bien la volonté de dénoncer ces zones grisâtres, sans nature ni esthétisme où nous y avons relégué une frange oubliée de la population, destinée à vivre quotidiennement dans un environnement tristouné, conditionnant quasiment leur mode de vie, mais surtout leur morale et sentiment de mal-être. Car il est bien connu et a été prouvé qu'évoluer dans un environnement terne, bétonné, sans couleur ni esthétisme, coupé de toute nature, influe directement sur notre capacité à nous motiver, à aller de l'avant et avoir un optimisme journalier. Et là où le personnage de Ben dénonce avec un humour noir inouï cette injustice sociale, c'est lorsqu'il explique ne tuer que des petites gens, pour une raison bien précise.
Allez, de qui on a parlé dans les journaux? Du dentiste. Du mécanicien dentiste. Mais Madame Pipi, on n'en a pas tiré une ligne. Un petit kidam, ça ne fait pas de veille. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais d'ici ma bande sardine, j'aime autant te dire qu'on te mettra à les mettre en boîte, hein. En effet, ici, au travers de cette métaphore, Ben exprime à merveille que nous ne sommes pas tous égaux face à la justice, et que si quelqu'un d'un beau quartier, connu ou influent, est assassiné, alors tous les moyens seront mis en œuvre pour élucider ce meurtre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe quand il s'en prend à un dentiste, et que la presse en parle. Or, en s'attaquant habituellement au kidam moyen, vivant dans son quartier déclassé, personne n'y prête une très grande attention, lui assurant la tranquillité dans son travail de tueur. Ici, le film dénonce bien avec force et décalage les deux poids de mesure qu'il existe dans nos sociétés, en fonction de notre origine sociale, et ce malheureusement à tous les niveaux, de l'environnement dans lequel nous évoluons jusqu'à la justice prônant pourtant l'égalité pour tous. Et c'est pourquoi C'est arrivé près de chez vous prend également la casquette de satire sociale. Mais venons-en maintenant au cœur du film, et de sa critique d'une forme de dérive journalistique associée à un voyeurisme malsain de notre part. Bon allez, aide-moi à dégager le corps parce qu'il y a ma mère qui arrive. Et si elle voit ça, ça va encore gueuler. Allez vas-y, chope-lui les jambes là. Enfin, il n'y en a plus qu'une. Allez vas-y, c'est parti. Olivier! Oh! Olivier! Alors avant toute chose, si vous ne connaissez pas l'émission au doux nom de Striptease, faites-moi le plaisir, à la suite de cette chronique, de chercher l'épisode sur la soucoupe et le perroquet, ou encore celle intitulée 135 décibels, pour comprendre pourquoi cette émission fut l'une des plus cultes en Belgique à la fin des années 80, et en quoi elle fut le prémisse d'une certaine forme de voyeurisme et de télé-réalité. Car, comme dit en introduction, et si je vous en parle, c'est justement que C'est arrivé près de chez vous est une satire de cette émission belge bien connue, dont le but était de laisser un témoignage objectif d'une tranche de vie sans aucun commentaire. Et Rémi Belvaux, le réalisateur du film, l'a clairement déclaré. Notre référence a toujours été une émission belge intitulée Striptease. Son principe consiste à rentrer chez les gens, à les amener à se dévoiler et ensuite à leur faire dire ce que l'on veut. Pendant ce temps, le public se marre. On a voulu établir la critique de la soi-disant objectivité du reportage en utilisant nous-mêmes les moyens de ce que nous critiquons. Une équipe suit donc Ben, le tueur, et le film. Nous, on pousse le bouchon à outrance pour montrer jusqu'où peut déjanter la logique de l'objectivité, de la soi-disant restitution d'une réalité. Il n'y a jamais d'objectivité. Et effectivement, tout ceci est poussé à outrance dans le film. Car Striptease, cette émission qui se voulait être un témoignage objectif du quotidien et que j'affectionne personnellement, n'a en effet malgré son image rien d'objectif. Car à la vue d'un épisode, les premières questions que l'on peut se poser sont « Pourquoi choisir ce moment ? Pourquoi choisir cette personne ?» Et le fait même de décider de se mettre à filmer, de choisir quelqu'un plutôt qu'un autre, résulte déjà d'un choix, et n'entraîne donc forcément aucune objectivité. D'ailleurs, l'objectivité qui existe bien en tant que concept, existe-t-elle réellement ? C'est là une grande question. Et surtout, si tant est qu'elle existe, peut-on conserver cette objectivité sous l'influence du spectateur et de l'audimat ? Et c'est justement ici le coup de génie du film, qui par cette satire poussée à l'extrême, nous demande où se trouve l'objectivité dans une telle démarche journalistique. Quel impact a le journaliste sur le sujet filmé ? Pourquoi aimons-nous regarder ce genre de programme ? Jusqu'où cela va aller ? Et en quoi avons-nous ainsi nous-mêmes un impact en retour sur ce genre de programme ? Ah mon Dédouille, ma petite Glo-Glo comme j'aime l'appeler. Vous l'auriez vu, c'était un garçon mais fou. Il débordait d'énergie. Par contre, c'était un enfant solitaire. Toujours tout seul. Mais faut dire, il mangeait tout le temps tous ses amis. C'est simple, c'était le trou sans fond. On l'appelait comme ça. Mais alors derrière, constipation sur constipation. Incroyable, on n'avait jamais vu ça. Je crois qu'il arrive. Surtout, vous gardez ça pour vous. Bon, j'espère que t'étais pas encore en train de leur parler de mon histoire de constipation, hein. Je commence à te connaître, toi. Bon allez, on y va ? Au revoir ma Glo-Glo. André me laissait entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste nous avons Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Hein. Merci. Je serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une saga. Allez, on lève notre verre à la vieille. Allez, de bon cœur. Alors, pour tenter de répondre à tout ceci, il est je pense important d'analyser le film de manière chronologique. Ainsi, pour répondre à la question de la non-objectivité journalistique que le film souhaite dénoncer, il faut se placer dans la diégèse du film, c'est-à-dire l'univers dans lequel celui-ci évolue.
et se demander pourquoi cette équipe de journalistes a justement choisi ce personnage tueur en série, fantasque. Il semble clair qu'il fait évidemment un bon client, comme on le dit, pour faire un reportage choc. Ainsi, le choix du sujet n'a rien d'objectif, puisque déjà impacté par ce que l'on s'imagine savoir du désir du spectateur qui regardera l'émission. D'ailleurs, nous voyons bien ici, et dès le début du film, qu'il y a forcément un angle d'attaque du côté des journalistes, qui vont privilégier certaines images, certains moments forts, violents ou touchants, pour obtenir le reportage le plus percutant possible, et donc le plus vendeur. Car leur but in fine est bien que celui-ci soit vu. Ainsi, en plus des choix de cadrage, de montage, etc., qui cassent de fait toute objectivité, leur présence même en tant qu'équipe va de fait impacter la réalité, provoquant consciemment ou inconsciemment des changements. Et le premier type d'impact et d'altération de la réalité survient lorsque les journalistes provoquent Ben, s'attaquant habituellement aux petites gens en lui disant que s'il ne s'en prend pas aux habitants des beaux quartiers, c'est qu'il a peur. Je n'ai pas peur des gros, moi, Rémi. Je n'ai pas peur des gros, honnêtement. Hein? Non, simplement, je n'aime pas ce qui fait du bruit, moi. Je n'aime pas ce qui fait des vagues, alors je préfère travailler petit et que ça rapporte beaucoup. Parce que des quartiers résidentiels, j'en connais, mon vieux, hein. Quand tu veux, je peux aller... On y va, alors? Eh ben, on y va, quand tu veux. Son ego instantanément piqué au vif, Ben décide de leur montrer qu'il en est tout à fait capable, et ce malgré l'absence de gains financiers qu'il aura, entraînant d'ailleurs tragiquement la mort d'un enfant. Et ici nous voyons très bien la perversité que peut avoir ce type de comportement, cette limite floue du journaliste pouvant influer sur le sujet, pour l'entraîner à effectuer des actes qu'il n'aurait peut-être pas effectués de lui-même, et ce pour étoffer de toujours plus d'images chocs son reportage. Bien sûr, c'est traité ici une fois de plus de manière grossière et satirique, mais pour pointer du doigt un problème bien réel via une manipulation parfois bien plus subtile. Un second type d'impact possible, cette fois inconscient de la part de l'équipe, est celui lié au sujet du film lui-même. En l'occurrence ici Ben, qui comme nous venons de le voir, agira forcément de manière différente en étant sous le regard d'un objectif et de toute une équipe, même si celle-ci n'intervient pas. Ainsi, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour satisfaire notre ego et obtenir un petit peu de notoriété, notre minute de gloire? Car c'est la question que l'on peut se poser au travers du personnage de Ben, qui sans nul doute a accepté la présence de l'équipe TV pour satisfaire son narcissisme. Car si ce type de personnage accepte d'être filmé, malgré ses nombreux meurtres, c'est bien que ce dernier doit avoir un ego surdimensionné, heureux de se mettre ainsi en scène devant la caméra. D'ailleurs, nous le voyons bien tout au long du film avec ses différentes fanfaronnades, ses petites blagues, poèmes et autres digressions improbables mises en scène devant la caméra. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Agirait-il de la sorte sans la caméra? La réponse est sans appel. Nous voyons donc bien que la présence de la caméra elle-même, et donc du spectateur potentiel, a déjà un impact avant même sa présence, sur le comportement de la personne filmée, annihilant totalement l'objectivité de filmer la réalité telle qu'elle aurait été. Ainsi, cette caméra, au travers de laquelle nous observons, agit comme une véritable entité en tant que telle, ayant un véritable impact sur nos comportements dès que celle-ci nous regarde, et sur ce dont nous sommes prêts à faire pour la satisfaire elle, et l'appétit du spectateur derrière. Car ici, une fois de plus, contrairement à un film classique et comme pour l'émission Striptease, la caméra est le spectateur. On ne s'identifie ni au tueur ni à la victime, mais nous sommes toujours à la place de la caméra, en tant que voyeur. Ainsi, il existe une frontière particulièrement fine et poreuse entre une équipe journalistique effectuant un reportage et son impact sur le sujet filmé. Mais l'on peut également renverser ce miroir, car le sujet aura lui-même un impact sur les journalistes, qui voudront obtenir d'autres types de réactions. Et c'est de manière toujours aussi satirique que cette frontière explose totalement en morceaux dans le film, afin de mieux nous la montrer. Lorsqu'à court d'argent, les journalistes n'ont plus les moyens de payer leur pellicule pour continuer leur reportage. C'est alors gonflé par son ego et son désir narcissique que Ben est prêt à donner de l'argent à l'équipe pour qu'ils continuent leur reportage sur lui, brouillant totalement les rôles et enlevant toute frontière entre le journaliste et le sujet. Quel que soit le montant que tu me demanderas, Rémi, toujours, je dis bien toujours, Benoît y pourvoira. Merci Benoît. Merci. Merci. Et en effet, en faisant cela, Ben devient de fait producteur de l'équipe, et prend ainsi un ascendant sur ces derniers ne pouvant terminer leur reportage sans lui. Ascendant que Ben avait de toute manière puisqu'il était déjà le cœur du reportage. Mais bref, une fois ce rôle de producteur occupé entre guillemets par Ben, l'équipe lui devient ainsi redevable, et va donc l'aider dans ses meurtres pour obtenir plus d'argent, en participant notamment à jeter les corps. Ainsi, nous n'avons soudainement dans le film non plus une équipe de journalistes effectuant un reportage sur un tueur, mais maintenant une bande de gens dont les relations sont floues. Une équipe de reporters n'ayant plus aucun recul sur les actes effectués par Ben. Quand on travaille en équipe, on aime bien pouvoir compter sur les gens avec qui on travaille. Là, j'estime que j'ai pas pu compter sur toi.
Et un point de non-retour est atteint. Lorsqu'après une nuit d'ivresse, Ben et toute l'équipe se lancent dans un ignoble viol collectif, faisant exploser en éclats le rapport que nous avions nous en tant que spectateurs avec ce faux reportage, camouflé derrière cette équipe de tournage où l'on ne s'identifiait ni à Ben ni à ses victimes, mais en étant de simples spectateurs voyeurs derrière la caméra. Et c'est à ce moment-là où, quittant notre rôle de précédent voyeur, le film dans sa seconde partie nous place comme juge de cette situation horrible à laquelle nous venons d'assister, pour ainsi nous renvoyer à la figure différents questionnements concernant la première partie qui nous fit tant sourire, tandis que le film devient dorénavant plus du tout marrant. Bon allez, venez avec moi là, je vais vous présenter un pote à moi, Romain, un mec ultra sympa, mais vraiment vous allez voir, il est dantesque. Ah non, en fait j'ai oublié. Putain, le con, il ne parle que de maquillage et d'effets spéciaux. En fait, c'est un gros loup. Salut Dédouine. Salut Romain. Vas-y, ça va? Ouais, super. Bonjour. Voilà, ça c'est beau. Greg Nicotero, saison 3 de Walking Dead. Ça c'était du beau maquillage. C'est pas comme le soi-disant zombie qui a un maquillage, ma foi, des plus médiocres. Maquillage médiocre, hein. En attendant, c'est pas moi qui gigote comme un poisson rouge, là. Allez, Enguerrand, maintiens ça, là. Nom de Dieu. Ça, c'est de moi, ça. C'est pas de Romero. Salopard, va. Vous avez fait caca? Vous avez fait caca? Oh, merci, t'es bien brave, mais ça ira. Le voyeurisme est basé sur l'attirance à observer l'intimité d'une personne dans des conditions particulières, en cherchant à y éprouver une certaine excitation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions particulières sont bien présentes dans cette arrivée près de chez vous, et que le personnage de Ben durant la première moitié du film nous procure en effet une certaine forme d'excitation. Du moins dans l'attente de ses monologues, répliques ou autres réactions cultes. Tu ne trouves pas que ça sent bizarre ici? Ça sent la trouille, Rémi. On se rapproche, tu sais. Pourtant, comment a-t-on pu être le voyeur de cette première partie et en tirer du plaisir? Comment a-t-on pu, malgré les horribles meurtres commis par Ben, aimer le voir évoluer au quotidien avec sa famille et ses amis, et l'écouter déblatérer ses délires narcissiques? Bon, évidemment, ici, nous pourrions répondre tout simplement car l'on sait très bien qu'il s'agit de fiction et qu'il n'y a pas de réel enjeu. Mais pour boucler la boucle et en revenir à Striptease et donc au réel, le film dénonce pourtant parfaitement l'égarement de ce show TV, qui au départ semblait être un témoignage sociologique du quotidien le plus simple, pour proposer ensuite, goûtant au succès, des sujets mettant en scène ou du moins en avant de plus en plus la bêtise humaine. Pourquoi donc montrer les comportements les plus bizarres, tristes, malsains ou remplis de haine? Et là, je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser au casting des émissions de télé-réalité, où l'on choisit de prendre les personnalités extrêmes pour les mettre en scène dans des conditions déplorables, afin de faire ressortir leur pire côté, le côté le plus malsain de l'espèce humaine. Mais ce qu'il y a de plus malsain dans ces émissions n'est pas, comme nous venons de le dire, leur contenu. Mais pourquoi nous aimons, nous en délecter? Pourquoi vouloir s'infliger ceci? Pourquoi est-on attiré par la médiocrité, la haine et la violence? Et YouTube en est parfois un parfait exemple. Et c'est tout ceci que met en exergue C'est arrivé près de chez vous en le poussant à son paroxysme. D'ailleurs, il eût fort à parier que si celui-ci était réalisé aujourd'hui, il utiliserait comme médium satirique non plus l'émission Striptease, mais certainement le format YouTube et ses nombreuses vidéos voyeuristes et malsaines. Ainsi, en regardant ce genre de programme, nous les cautionnons de fait par voie de conséquence, en les alimentant, leur donnant ainsi vie. Puisque même si cela semble évident, il faut tout de même le rappeler. Sans spectateurs, une émission n'existerait pas. Il s'agit donc bien d'un véritable serpent qui se mord la queue et s'auto-alimente. En devenant spectateurs, nous créons donc une certaine demande, que certaines émissions veulent du coup bien évidemment combler, en allant toujours plus loin pour satisfaire une fois de plus notre voyeurisme. Serait-ce donc l'offre qui crée la demande dans ce cas précis ou l'inverse? Pour rentrer ensuite dans un cycle infernal et malsain. Et pour aller jusqu'où? Car l'apparition de certaines téléréalités font vraiment flipper et laissent présager le pire. Ainsi, comment mieux contrôler ou orienter notre voyeurisme, si celui-ci nous est intrinsèquement lié? C'est ce dont nous allons essayer de voir dans cette ultime partie. Tu sais que malgré tous ses défauts, il avait quand même une bonne chaîne YouTube celui-là. Derrière le masque, bonne émission. Ah bah t'es en voilà là mon gars. Qu'est-ce qui m'arrive? Putain, mais il pouvait se foutre de la gueule de mon maquillage, sans déconner. J'ai faim, putain. T'as la dalle? Et bah ça, c'est une bonne maladie mon petit gars. Regarde, je t'ai ramené un petit cadreur bien grassouillé. Cerveau, oui. Pour conclure, il est évident que C'est arrivé près de chez vous va extrêmement loin sur le fond comme sur la forme, comme toute satire.
et dénonce avec force, génie et sans aucune limite la dérive de la mise en scène des gens, du quotidien, via les téléréalités, de l'ego humain dans sa demande de reconnaissance, et surtout pointe notre voyeurisme malsain pour des choses toujours plus extrêmes, en allant au bout du bout ici avec ce tueur sanguinaire. Il n'y a donc rien d'étonnant pour garder cette logique que ce film soit devenu aussi culte. Mais pour terminer sur une note positive, et même si le voyeurisme semble définitivement être quelque chose d'ancré en notre sein, il peut cependant être utilisé d'au moins deux manières différentes. Bien évidemment, sa première utilisation qui semble, et je dis bien qui semble celle la plus répandue, est de se placer nous, spectateurs, derrière la caméra en situation de domination, pour se moquer de ces personnes souvent déclassées et ainsi se rassurer sur notre propre condition, en se positionnant tel un juge qui vaut bien mieux que ça. Mais une seconde utilisation possible du voyeurisme est peut-être celle mise au service de l'empathie, de la compréhension et de l'acceptation. Car malgré ses dérives certaines sur sa fin, ce que j'aimais malgré tout dans l'émission Striptease est qu'elle ouvrait une fenêtre sur une frange de la population oubliée, et dont on se moque trop facilement suivant son statut social et son problème d'ego. Or, ce genre d'émission peut également aider à comprendre le désarroi quotidien poussant certaines personnes dans certaines situations, en essayant pour une fois de comprendre sans juger, tout en essayant de se mettre à leur place. Et c'est ce que retranscrit parfois très bien le journalisme, nous permettant ainsi d'utiliser l'un des plus beaux sentiments humains qu'est l'empathie. Car même si nous subissons ce que nous regardons, nous avons le pouvoir d'essayer d'y donner un sens personnel dans ce que nous en retirons. Alors, quitte à être des voyeurs, essayons de l'être au moins de manière positive et avec empathie. Je terminerai donc cette chronique par les derniers mots laissés sur cette terre par notre si sensible Kurt Cobain, pour qui l'empathie semblait primordiale, et qui concluait sa lettre d'adieu à notre monde ainsi. Love, peace and empathy. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Oui. Salopard. Salopard. Ah putain. Non, je suis désolé parce que j'ai dit du gros héros.